Rebonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Nous nous retrouvons pour parler de Once Upon a Time in America de Sergio Leone, considéré comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il y a 2 ans, j'avais fait ma vidéo Top 50 des meilleurs films, et vous étiez assez nombreux à me dire « C'est dommage, tu n'as pas inclus Il était une fois en Amérique », qui est certainement l'un des meilleurs films de tous les temps. Donc ça faisait longtemps que je m'étais dit « Je vais le regarder », et j'attendais le bon moment. Je connais la BO d'Ennio Morricone par cœur. Ce n'est pas pour rien si j'utilisais un des thèmes dans la rétrospective Charles Manson. Je connaissais un petit peu le début du film, et je me suis dit que non seulement le mood de la musique correspondait exactement à l'atmosphère que je voulais donner, et en plus il y a une petite référence pour ceux qui ont vu le film et ceux qui ont vu la rétrospective, vous verrez qu'il y a des points communs. Bref, l'attente était énorme, hein. Déjà par rapport à vos retours, par rapport au retour du grand public de ce que j'ai pu constater, hein. Vous n'êtes pas les seuls à trouver que ce film est incroyable. Et en plus c'est Sergio Leone. Sergio Leone, dont l'un des films est dans mon top 10, Il était une fois dans l'Ouest, absolument fantastique. Alors messieurs, est-ce que l'attente en valait la chandelle? Est-ce que c'est si génial que ça? Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais j'ai été déçu. Ouais. Alors je vais essayer de le justifier. Il y aura une partie avec spoil, une partie sans spoil. Le film est très long. Alors moi j'ai vu la version qui dure 4h09. La version la plus connue, elle fait 3h50 à peu près. Et apparemment à l'origine, quand ça a été diffusé pour la toute première fois au cinéma aux États-Unis, le film ne faisait que 2 heures. Parce qu'il avait été présenté à Cannes, dans une version assez longue. Et après finalement les distributeurs se sont dit non, c'est beaucoup trop long, on va couper. Et le film n'a pas été apprécié à sa juste valeur apparemment à cause de ça pendant des années, jusqu'à l'arrivée de la VHS où là il y a bien les 3h50 de film. Et là encore récemment il y a eu un nouveau montage. Bref, à la base de la base, quand le tournage s'est achevé, tournage qui a été extrêmement long, parce que le film est sorti en 1984, le tournage a débuté en juin 82 et il s'est achevé en avril 83. Vous vous rendez compte, ça représente 10 mois de travail, 10 mois de tournage, c'est énorme, en général ça dure 2-3 mois. 10 mois de boulot, sans compter après toute la phase de pré-prod, hein, tout le casting. Là j'ai vu qu'ils avaient auditionné des milliers d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup de rôles dans le film. C'est un projet extrêmement ambitieux, hein, complètement titanesque. Truc intéressant à savoir, c'est qu'à la base, Sergio Leone avait refusé de réaliser Le Parrain. Finalement c'est Francis Ford Coppola qui l'a réalisé. Sa trilogie est devenue culte, enfin surtout les 2 premiers. Hein. J'en ai déjà parlé, mais pour moi le Parrain 3 est raté à plein de niveaux, c'est le 1 et le 2. En tout cas, Sergio Leone s'en est énormément voulu, et il a décidé de faire ce Il était une fois en Amérique, qui est maintenant considéré culte, hein, comme un chef-d'œuvre par beaucoup de gens. J'ai beaucoup de mal à me l'expliquer, au-delà de l'aspect esthétique, parce que je vais pas vous dire de pas regarder le film, quoique ça dure quand même 4 heures, donc vous vous accrochez, hein, faut trouver le temps. C'est pas comme une série télé quand on regarde un film. Moi je déteste regarder un film en plusieurs fois. Je déteste faire pause genre à la moitié et mater l'autre moitié plus tard, le lendemain, une semaine après. Pour moi c'est pas possible. Un film ça se mate d'une traite. C'est pas comme une série. Et 4 heures, il faut les regarder d'une traite, hein. Faut pas faire de pause. Et c'est assez dur psychologiquement, puis il faut le justifier. Faites ça quand c'est que vous trouvez le temps. Moi j'ai trouvé la solution, je me suis dit entre 8h et minuit. Voilà, je me suis posé là, 4 heures. J'ai regardé. J'ai savouré sur mon écran 4K. Et donc oui, d'un point de vue esthétique, le film a un véritable intérêt. C'est magnifique, que ce soit la réalisation de Sergio Leone, qui est absolument somptueuse, la photographie, même si elle est pas tout le temps égale, je trouve. Parce que le film se passe sur plusieurs époques. Ça se passe en 1920, en 1932, en 1933 et en 1968. Et donc parfois j'ai trouvé qu'il y avait des scènes, sans vous spoiler, à un moment donné, ils se retrouvent sur une plage et ce n'est pas du tout éclairé de la même façon que d'autres scènes. C'est un petit peu dérangeant, même au niveau des couleurs. Également les costumes, il y a beaucoup de changements. Des fois j'étais un petit peu perplexe. Mais globalement la photo est de qualité. Mais c'est surtout la réa en fait. La réa, le découpage de Leone, sa façon de réaliser. Hein, ça c'est incroyable, c'est intéressant, même si je vais nuancer après. Les settings, les décors sont absolument somptueux. C'est ultra chiadé, ils se sont fait chier à reconstituer un New York des années 30, je sais même pas comment ils ont fait. On en prend plein les yeux. Voilà, pendant 4 heures, presque, hein, parce qu'il y a des phases moins intéressantes que d'autres, mais on va dire que pendant 4 heures, on en prend plein les yeux.
Il y a De Niro, exceptionnel. Il y a James Woods, très bon. Il y a Jennifer Connelly aussi, pour sa première fois au cinéma. C'est son tout premier rôle. Elle n'a pas commencé avec de la merde. Jennifer Connelly, que vous connaissez plus pour Requiem for a Dream, j'imagine. C'est son tout premier rôle. Elle avait 12 ans et elle joue un personnage central, très important. Elle joue la version adolescente de Deborah, qui est un personnage clé, mais je ne vais pas vous spoiler. D'ailleurs, même l'intrigue, je ne peux pas vraiment vous la spoiler pour vous vendre le film. En gros, c'est une bande de potes qui sont tous juifs, qui font des petits coups, et qui vont se retrouver gangsters des années plus tard. C'est tout ce que je vous dirais. Je ne peux pas vous spoiler plus que ça. Parce qu'après, le film fait des allers-retours, c'est un montage parallèle. Le film n'est pas présenté avec des séquences par ordre chronologique. Donc si je commence à entrer un peu dans les détails, ça va vous spoiler la première, voire les 2 premières heures de film. Et chaque minute est importante pour le scénario. Bref, écoutez, je vous conseille quand même de le regarder. Mais pour moi, il y a trop de problèmes. Problème numéro 1, c'est le rythme. Je suis pour le contemplatif, j'aime quand les films prennent leur temps, j'aime quand il y a une ambiance, je suis le premier à vous dire assez souvent que maintenant on ne prend plus le temps, que les montages vont trop vite, maintenant on a une manie de couper les plans toutes les 5 secondes. Là il y a beaucoup de plans longs, et c'est surtout en fait les séquences. Et c'est surtout que parfois c'est pour des scènes qui ne servent à rien. Donc là en fait c'est le phénomène inverse qu'on constate actuellement, c'est que ça va trop lentement, et c'est surtout pour ne rien présenter d'intéressant assez souvent. Au début du film, ça je peux vous le spoiler, il y a une scène qui se passe dans les toilettes, mais qui n'a strictement aucun intérêt. En y repensant, je me dis, mais qu'est-ce que cette scène apporte au film? Elle est longue. Tu te dis, putain, c'est abusé. Un autre truc que je peux vous spoiler, t'as le personnage de Noodles, donc qui est le personnage principal, qui est interprété par Robert De Niro, qui est également interprété par un autre acteur quand il est jeune. Il y a une séquence où il va espionner Deborah, donc Jennifer Connelly. Cette séquence, elle est interminable. Et tu sais, au bout d'une minute, t'as compris, mais non, ça dure, et il y a plein de scènes comme ça dans le film où je me suis dit, mais quel est l'intérêt? Le problème de cette lenteur, évidemment, c'est du coup que le film est très long. Je pense qu'avec un rythme plus soutenu, Léon aurait pu faire un film de 3 heures qui aurait été beaucoup plus rythmé, où il aurait pu raconter essentiellement la même chose, parce que le scénario, dans son ensemble, n'est pas très fouillé. C'est pas... Ça dure 4 heures, et t'as l'impression des fois que ça dure une éternité parce que c'est très contemplatif, mais d'un autre côté, t'apprends pas énormément de choses durant ces 4 heures. C'est un scénario qui est pour moi assez succinct, enfin qui n'est pas à la hauteur des 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il aurait... Le rythme aurait pu être beaucoup plus soutenu et agréable, et sans perdre pour autant l'aspect contemplatif. Le problème que ça amène, c'est que la musique d'Ennio Morricone, qui est absolument magnifique, ça c'est pour moi le plus gros point fort du film. Le score de Morricone est impeccable, inattaquable, mais il n'a pas composé assez de thèmes. Alors peut-être que si, après j'ai pas écouté toute la BO, j'ai écouté tous les thèmes qui ressortaient, mais en tout cas dans le film, le thème principal il revient, j'ai pas envie d'exagérer, mais peut-être 10 fois, c'est beaucoup trop. Tu sais, au bout d'un moment, tu l'entends une fois, 5 minutes plus tard tu l'entends une deuxième fois, 5 minutes plus tard tu l'entends une troisième fois, une quatrième fois. Et au bout d'un moment, tu sais, ça devient presque comique. Tu te dis, ouais, mais attends, c'est bon, c'est trop prévisible, c'est trop attendu. Et au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. T'as envie d'avoir un autre thème. Alors, il y a d'autres thèmes, mais le thème principal, il revient trop pour moi. Peut-être que Morricone n'a pas composé d'autres scores, d'autres trucs aussi marquants, et du coup, Léon, au montage avec son monteur, s'est dit, bon, bah, on va surtout mettre celui-là en avant. Et il est exceptionnel, mais ça devient lancinant. Voilà, je trouve qu'en fait, il n'y a pas assez de matos musical utilisé, pas assez de thèmes. Même s'ils sont, encore une fois, ceux qui sont dans le film sont somptueux. Plus gros problème du film, au-delà du rythme, ce sont les effets de vieillissement. Les effets de vieillissement sur les personnages, parce que donc ça se passe à plusieurs époques. Déjà, bon, t'as le choix, alors ça c'est un truc qui est extrêmement casse-gueule, c'est prendre des acteurs jeunes et des acteurs plus vieux. Alors, il faut absolument, pour que ça fonctionne, que les acteurs jeunes ressemblent vraiment beaucoup à ceux qui les interprètent quand ils sont plus vieux, et vice versa. Là, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue Max, version jeune, mais il ne ressemble pas du tout à James Woods. En fait, il ressemble à Jake Gyllenhaal. Voilà. Je me suis même demandé à un moment donné si c'est Jake Gyllenhaal ou quoi. Il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Jennifer Connelly, elle ressemble
plutôt beaucoup à Elizabeth McGovern, les deux jouent Déborah, ça se tient, ça va. L'acteur qui joue De Niro jeune, par contre, on n'y croit pas du tout. Alors ils lui ont mis le grain de beauté là qu'il a sur la joue. Il y a un petit truc dans le regard, mais c'est surtout dans le jeu en fait. Même au-delà de la ressemblance physique, c'est le jeu. On n'y croit absolument pas. Pour moi, c'est pas le même personnage. Voilà, bon. Après, pour d'autres personnages un peu plus secondaires, c'est moins flagrant, c'est moins choquant. Mais j'ai pas complètement acheté à ce casting de jeunes. Je trouve que globalement, il ne joue pas bien. Surtout une scène que je vais pas vous spoiler pour l'instant, où l'acteur, le petit, mais il joue, mais c'est catastrophique. Ceux qui se plaignent de Marion Cotillard dans Dark Knight Rises, regardez Il était une fois en Amérique. Là, je crois qu'on a... Mais je ne peux pas vous spoiler pour l'instant, bref. Mais le pire, ce sont les effets de vieillissement. Quand tu as les personnages qui ont, je sais pas quel âge ils sont supposés avoir, j'imagine 25 ans, et que tu les revois 35 ans plus tard et qu'ils en ont 60, ils ont blanchi les cheveux de De Niro et James Woods. Ils ont un petit peu maquillé, ils sont un peu plus ridés. Mais tu vois qu'en dessous c'est un jeune, tu vois qu'ils les ont maquillés, mais déjà j'ai dû vraiment me forcer pour rentrer dedans. Quand tu vois De Niro la première fois, ça arrive très vite dans le film, qui a la soixantaine, et c'est même pas, je dis même pas ça parce que maintenant on sait à quoi il ressemble quand il avait 60 ans, mais ça prend du temps à s'habituer, mais tu finis par t'y habituer. Mais c'est quand même compliqué. Et je veux dire que le film est sorti quand même en 84, et quand vous comparez les effets de vieillissement dans Retour vers le futur, qui est sorti en 85, c'était 1 milliard de fois mieux fait dans Retour vers le futur. Et ça, c'est un truc qui est très très important, parce qu'en fait, ça je vais rentrer après dans la partie spoil, mais il y a une scène à la fin du film qui détruit la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on y croit. On te présente des personnages qui sont censés être plus vieux. S'il y a un effet qui est complètement raté, tu sors du film. Et c'est ce qui se passe à la fin, c'est qu'il y a un effet spécial, enfin un effet de maquillage, plutôt une absence de maquillage, qui est peut-être justifiée par une note d'intention, ça j'y reviendrai aussi, mais ça m'a complètement sorti du film. C'est-à-dire qu'un personnage, à la fin, pour moi, il n'est pas maquillé, et du coup, tu as un personnage qui a 60 ans, enfin les deux sont censés avoir 60 ans, et il y en a un des deux, pour moi, il a 25 ans. C'est-à-dire qu'à l'image, tu te dis, mais attends, mais c'est une blague, ils l'ont pas maquillé. Ils l'ont pas maquillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? Ça m'a vraiment sorti du film, ça m'a... J'y ai plus cru à ce moment-là. Voilà, mais ça, faudra que je passe en partie spoilers. Le scénario, globalement, et surtout l'écriture des personnages et les dialogues, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes. Donc, de ce que j'ai compris, le film a été écrit en italien. D'où peut-être le problème avec certains dialogues qui sonnent quand même très creux et vraiment ridicules. Là encore, c'est sur une scène à la fin. Je sais pas, c'est la façon dont c'est écrit, il y a un problème. Vous regardez dans Le Parrain ou dans Les Affranchis, les personnages ne parlent pas comme ça. Ça aussi, ça m'a sorti du film, ça fait vraiment kitschos, sans parler du décor, il y a un truc ultra kitsch à la fin, ça aussi j'y reviendrai. Mais c'est surtout les personnages, en fait, leur écriture. Il y a un personnage, ça aussi je peux pas vous spoiler pour l'instant, qui n'évolue pas du tout entre sa version à 25 ans et sa version à 60 ans. Pour moi, c'est le même personnage, qui n'a bénéficié d'aucune évolution. Et du coup, ça sonne faux. Tu te dis, mais c'est pas humain, c'est pas... Un personnage en vieillissant ne résonne pas comme ça. Et même concernant en fait tous les personnages à 60 ans, ça sonne creux, ça sonne pas... Ça fait pas vrai. Ça ne sonne pas comme du vécu. Ça fait fake. Alors c'est peut-être encore une fois volontaire par rapport à une note d'intention, parce qu'une interprétation possible, et ça aussi j'y reviendrai. Et dans ce cas, si c'est vraiment comme ça qu'il faut lire le film, je peux l'accepter. Par contre, ce que je ne peux pas accepter, c'est certaines actions que font les personnages. Donc là, on a des gangsters, mais des gangsters tels qu'on les voit pas vraiment représentés au cinéma. Si vous prenez Le Parrain et Le Parrain 2, Michael Corleone, il a une évolution. Et elle est intéressante parce qu'on peut tous s'identifier. On se dit en fait, quand on voit ce qui lui arrive, quand on voit ce qui se passe entre les différentes familles, quand on voit les choix que Michael fait, quand on voit ce qui devient la fin du Parrain et tel qu'il est dans Le Parrain 2, on n'est pas forcément obligé d'être 100% pour lui, mais parce qu'on l'a suivi pendant tout un film et qu'on a compris comment il en est arrivé là, on achète. On a envie d'en voir plus. C'est un peu comme le passage finalement de Anakin à Dark Vador. Vous voyez, je le comparais vraiment à ça.
c'est intéressant, il y a de l'enjeu, ça va pas trop loin. Vous voyez, ça va pas, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces choix, pour moi, sont cohérents d'une certaine façon, dans sa logique à lui. Et moi, j'ai pu m'identifier, mettre à sa place et me dire, ok, j'aurais fait ça, j'aurais peut-être pas fait ça, mais au moins, j'avais envie de le suivre jusqu'au bout, ce personnage de Michael Corleone dans Le Parrain. Pareil dans Joker, là, pour citer un exemple récent, je me suis identifié, jusqu'à la fin, j'étais à fond pour Arthur Fleck. C'est plutôt bien écrit. Parce que le personnage en prend plein la gueule dès le début, il lui arrive que des merdes, et que tu comprends pourquoi il va en être amené à péter un plomb. Dans Il était une fois en Amérique, Noodles, interprété par Robert De Niro, je n'ai absolument pas compris ce qui lui était arrivé, et pourtant on le suit le personnage, on le suit du début à la fin. Je n'ai pas du tout cru à ce qu'il fait dans le film. Alors ça, est-ce que je vous spoil ou je le garde pour après? Non, je le garde pour après. Je préfère vous laisser regarder le film dans les meilleures conditions. Mais il fait des choix qui... L'écriture de son personnage, pour moi, c'est du what the fuck total. Alors, peut-être qu'ils se sont basés sur un vrai gangster qui était vraiment comme ça, mais moi, je peux pas m'identifier à ça. Moi, je me suis absolument pas reconnu dans aucun trait du personnage. Je n'ai pas du tout accroché à son parcours. Et arrivé à la fin du film, j'en avais absolument rien à foutre de lui. Je m'en foutais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une scène à la fin qui est censée être très importante, qui parle finalement, je crois que le thème principal, c'est l'amitié, ce que c'est que l'amitié. Mais vu que Noodle, c'est une grosse merde, pareil pour Max, les deux sont des grosses merdes, j'en avais absolument mais rien à cirer, quoi. Moi, j'ai pas eu d'empathie pour ces personnages. Je me reconnais pas. Ça, c'est un gros problème. Quand on fait un film, il faut mettre de l'enjeu, mais il faut surtout aussi réussir le travail d'identification. Il faut faire en sorte que le spectateur puisse s'identifier. Sinon, je vois pas l'intérêt. Si on reste complètement éloigné du film, s'il y a un mur de ouf, si on se dit j'aurais jamais fait ça, je ne comprends pas ces personnages, je ne comprends pas ces agissements. Regardez par exemple un film comme Cannibal Holocaust. Alors, je vais pas dire que ça va aussi loin que Cannibal Holocaust, mais Cannibal Holocaust, moi je trouve ça affreux, quoi. Et je peux pas regarder ça. Là, quand je sais que la tortue, ils lui ont vraiment fait ce qu'ils lui font dans le film, je peux pas regarder ça. Moi, ça m'écœure. Human Centipede 2, j'aime bien le 1 et le 3 parce qu'il y a de l'humour, parce que c'est vraiment du gros n'importe quoi. Le 2, c'est trop. Le 2, ça allait trop loin pour moi, vous voyez. Il y a un moment où je décroche. Moi, j'ai besoin de... Soit que ça me fasse marrer, soit de rêver un peu, mais dans le cas où on suit un personnage qui va basculer, il faut absolument que je puisse m'identifier et que j'y crois. Voilà. Donc ça, c'est un énorme problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est très important parce qu'en fait, le travail d'écriture pour moi est tellement foireux que j'ai même pas envie de le revoir vraiment. Je le reverrai certainement comme ça pour les plans, pour l'area, pour la photo, pour les décors, pour voir un petit peu comment Léon s'est démerdé à ce moment-là. Mais j'ai pas envie de le remater pour le scénario. Ça m'a pas touché, ça ne m'a pas ému. Et en plus, c'est une histoire d'amour qui est complètement, là aussi, foireuse de mon point de vue. Hein. Pour moi, une histoire crédible ne se passe absolument pas comme ça. J'ai pas acheté. Voilà, j'ai trouvé que c'était du gros n'importe quoi. Pendant tout le film, quasiment. Il y a également un problème, alors je voulais nuancer sur la réa de Sergio Leone, qui est certes exceptionnelle sur le point de vue formel, mais je trouve qu'en fait, il y a des phases dans le film qui ne se mixent absolument pas ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des séquences dans le film, des séquences de présentation des époques, de New York, des personnages. Parfois, c'est limite clipesque. C'est qu'on entend la musique de Morricone, il y a des successions de plans sans dialogue, c'est très atmosphérique, et puis après, on passe sur une pure scène de narration. Et je trouve que ça se mixe très très mal. Il y a une surabondance de certains close-up, de gros plans, de façon de faire qu'il avait dans ses western spaghetti, qui fonctionnent à merveille dans Il était une fois dans l'Ouest, mais qui ici ne marche absolument pas, parce que c'est une histoire qui est plus... comment dire, c'est moins spectaculaire, si vous voulez. C'est plus humain, c'est plus centré. Donc autant, dans un film grand spectacle, comme Il était une fois dans l'Ouest, c'est génial. Et là, putain, parfois il y a des scènes qui sont censées être un petit peu émotionnelles. Et la mise en scène, faut la calmer un peu. J'aurais aimé un peu plus de sobriété, des fois un peu plus de... Ouais, un peu plus de sobriété.
c'est vraiment le terme. Globalement, je trouve que le film... Alors moi, j'ai vu une version qui dure 4h10, 4h09. Je vois que le projet est extrêmement ambitieux, mais il est peut-être trop ambitieux. Parce qu'on s'intéresse, c'est vraiment en fait ces 3 films en un, ces 3 époques vraiment distinctes. Les personnages sont présents à différents âges. Et les settings n'arrêtent pas de changer, les ambiances changent. La réa de Léon au sein du film change également. Je trouve que ça fait très Frankenstein comme film. Ça fait pas... Voilà, t'as l'impression que c'est bordélique. C'est bordélique. Mais je pense que le tournage a été un enfer. Ça a dû être un enfer, parce qu'imaginez l'ambition du truc, quoi. Vous voulez faire un film. À la base, ils avaient 8 à 10 heures de rush. Ils avaient 8 à 10 heures de film qu'ils ont coupé pour faire 6 heures. Et à la base, ce que voulait Sergio Leone, c'est faire 2 films de 3 heures. Et peut-être que là, ça aurait mieux fonctionné. 2 films de 3 heures, et je pense que le film y aurait gagné en ne copiant pas la technique du Parrain 2. C'est-à-dire que dans le Parrain 2, on a aussi cette alternance de flashback, de retour au présent, mais c'était maîtrisé. Là, je pense que pour Il était une fois en Amérique, il aurait mieux fallu un film de 3 heures sur l'enfance, enfin adolescence, et peut-être début du passage à l'âge adulte des personnages, et le deuxième film, passage à l'âge adulte et vieillesse. Peut-être que ça aurait mieux fonctionné, je ne sais pas. Je peux pas mettre le doigt en fait sur tout ce qui déconne, mais j'ai pas été 100% pris dedans, quoi. Voilà. Pour en dire plus maintenant, faut que je passe en partie spoilers. Donc je coupe et on reprend. Donc attention messieurs, séquence spoilers, vous êtes prévenus. Je veux en revenir vraiment avant tout sur les effets de vieillissement. Donc à la fin du film, Noodles retrouve Deborah. Les deux sont âgés de 60 ans. Il n'y a pas de raison, je crois qu'ils sont à peu près le même âge. De Niro, bon, ils l'ont maquillé, il a les cheveux blancs. Comme Max, lui aussi interprété par James Woods, a les cheveux blancs. Et pour une raison extraterrestre, Elizabeth McGovern, qui joue Deborah à 60 ans, elle a exactement la même gueule que quand elle a 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont pas maquillée, ou très peu, très peu. Peut-être qu'ils lui ont ajouté quelques rides autour des yeux, mais par exemple, ils lui ont pas teint les cheveux. De Niro et Woods, ils ont les cheveux teints en blanc, et elle non. Elle a encore les cheveux noirs, et son visage fait extrêmement juvénile. Après, ça aussi, c'est l'actrice, hein. Ça va peut-être rejoindre ce que je disais sur les CGI, peut-être qu'il y a des acteurs où le maquillage, où les effets spéciaux se prêtent moins que d'autres, pour les effets de vieillissement, de rajeunissement. Là, c'est peut-être un des cas comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même délibéré qu'à la fin, elle apparaisse aussi jeune. Parce que l'interprétation qu'on peut avoir de la fin, c'est que finalement, De Niro a fantasmé cette version des événements, tout ce qu'ils voient en fait quand ils ont 60 ans, les personnages, il aurait pu le fantasmer quand il est en train de fumer de l'opium, là. Voilà. Quand il est dans le décor asiatique. Possible, mais le truc c'est que quand j'ai regardé la scène, moi je m'attendais à voir les retrouvailles des personnages, donc on les a quittés quand De Niro avait violé le personnage d'Elizabeth McGovern. Il se revoit à peu près 35 ans plus tard. Donc là on se dit il va y avoir de l'enjeu, il va y avoir une scène importante, il va y avoir des dialogues intéressants, il va y avoir un travail sur le temps. Mais non, le personnage de Deborah est écrit exactement de la même façon. Je n'ai vu aucune évolution. Et c'est surtout, en fait, il y a une espèce d'effet cache-misère, c'est qu'à ce moment-là, elle joue une pièce avec Cléopâtre. Donc elle est toute maquillée. Seulement après, elle se met devant un miroir, elle se démaquille. Et là je me suis dit, attends, ils ont utilisé un effet cache-misère pour pas devoir se faire chier à la rendre crédible en meuf qui a 60 ans. Mais elle se démaquille. Et plus elle se démaquille, plus tu te dis, mais... Parce que je me suis dit, attends, ça doit être chaud, ça. Avoir fait un maquillage pour qu'elle soit vieille, et dessus rajouter un maquillage, là, quand elle se démaquille, ça va être compliqué. Mais en fait, non, quand elle se démaquille, elle a la même tête, quoi. Après elle enlève son petit truc, là. On voit ses cheveux, c'est les mêmes, il n'y a pas de cheveux blancs. Et la scène suivante, quand il se retrouve dans la maison du sénateur, qui est en fait Max, c'est un twist. Elle a la même tête. Donc moi, ça m'a complètement sorti du film. À ce moment-là, j'y ai plus cru, quoi. Moi, je me suis dit, mais en fait, non, ça n'existe pas. Les personnages sont incompatibles. Il y a un anachronisme.
T'as un De Niro, il est maquillé comme un mec qui a 60 ans et l'autre qui a 25 ans. Alors je veux bien qu'après tout ça, ça soit un rêve, que ça soit de l'ordre de l'imagination, etc. Mais alors là, c'est encore pire, c'est que je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt parce qu'encore, si cette séquence-là arrivait à la fin, si ça ne concernait que la fin du film, ok. Mais là, putain, depuis le début du film, on a des scènes quand De Niro a 60 ans. Ça veut dire quoi? Que tout ça, c'est ouais, je fantasmais, j'imaginais une autre vie pour mon pote, etc. Ça, je suis pas vendu. De toute façon, ça c'est très personnel. Je déteste quand un film me fait ça. Vous savez, c'est qu'en fait, on te présente des trucs, puis à la fin, ah non, c'était un twist, les mecs. Alors que ça soit un rêve, un schizophrène ou je sais pas quoi, tout ça, pour moi, c'est des effets de twist qui ne m'intéressent pas. Moi, je veux qu'on me présente quelque chose de concret. Je veux qu'on me fasse rêver. Puis pareil, voilà, en termes d'écriture, leur relation entre Deborah et Noodles, je trouvais que c'était du gros n'importe quoi. Alors il y a une symbolique avec le miroir, hein, dès le début du film, entre Deborah et Noodles, jusqu'à la fin où là c'est carrément évident, parce que là t'as carrément le miroir, avec les deux personnages qui sont reflétés par le miroir, donc ça c'est intéressant, mais leur relation elle n'existe pas pendant tout le film. En gros c'est un peu une relation impossible, c'est une fille qui fuit un mec, alors qu'elle a des sentiments pour lui, sauf qu'après quand le personnage la viole, quand ils ont la trentaine, enfin 25 ans plutôt, j'ai pas compris. Hein, que De Niro ait fait de la prison, enfin que Noodles ait fait de la prison, qu'une fois sorti, ça il viole quelqu'un, passons, je vois pas l'intérêt de le montrer, mais passons. Mais après, la femme qu'il aime le plus, il la viole aussi. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce personnage? Les gangsters dans ce film, mais ils sont irrattrapables. Tu peux pas t'identifier à eux. Moi, je me suis dit, putain, ça va être la femme de sa vie, il va se passer un truc. Tu sais, on va peut-être avoir un truc à la De Niro, Sharon Stone dans Casino, tu vois, un truc un peu plus réaliste, quoi. Non, là, il la viole, quoi. Il la viole, puis il sort de la bagnole, elle part, la scène, pareil, elle est interminable. Mais ça n'apporte rien, parce que quand il se revoit à la fin, imagination ou pas, il n'y a pas d'émotion qui se déclenche. Alors la palme, c'est quand même les retrouvailles à la fin entre Max et Noodles. Mais t'as deux connards qui se revoient, il n'y a rien qui se déclenche. Oui, c'est un film sur l'amitié si on veut. Il n'y a aucun moment où moi j'ai pu m'identifier, j'y ai cru. Là, je suis en train de me répéter, mais en gros, t'as Max qui demande à Noodles de le tuer. Noodles refuse, et là il dit ah c'est ça ton idée de la revanche. Même ça, j'ai trouvé ça d'une facilité. Et alors putain, le coup des caméras, les 4 caméras et la porte secrète qui s'ouvre, mais c'est d'un kitschos. On se croirait dans un vieux nanar ou limite un James Bond. Je me suis dit putain, mais parce qu'en même temps t'as Summertime qui passe en version jazz, ça c'est classe quoi. Ça va pas du tout avec le décor. Qu'est-ce que c'est que ce choix artistique? C'est très étrange comme film. C'est très étrange. Faudra quand même que je le remate. Mais je n'accrochais en fait à rien. Les personnages, j'ai pas pu avoir de rapport, quoi. J'ai pas pu m'identifier. Pareil, la scène, je ne sais plus le nom de l'actrice, mais la copine de Max. Quand il lui demande de dégager, genre ouais, dégage et tout. C'est tellement des enculés les mecs en fait, et pourtant vous savez que je suis plutôt considéré comme macho, hein. Et que je déteste tous ces films féministes à la con, mais alors là, on a l'extrême inverse, quoi. On a un film, tu sais, de pur macho de ouf, et je sais même pas s'il y a une audience pour ça en fait en réalité. Je sais même pas s'il y a des mecs qui sont vraiment tellement machos qui kiffent voir ce genre de film. Parce qu'en fait les femmes dans ce film n'ont pas de place, elles n'existent pas, elles sont là pour faire joli, elles n'ont pas d'intérêt. Je veux dire, quand tu mets des personnages féminins dans un film, c'est dur à écrire, hein. Mais il faut qu'on rêve un petit peu, il faut qu'on se dise à la fin, moi à la fin du film, je voulais qu'ils se retrouvent, Deborah et Noodles, et je voulais qu'il se passe quelque chose. Je voulais être touché, je voulais apprendre quelque chose. Je voulais une réflexion sur la vie, sur ce que c'est que de vieillir, sur les erreurs qu'on a faites. Mais c'est tellement minimaliste, tu sens que putain l'écriture, ils veulent pas te donner le truc quoi. Ça m'a frustré à fond les mecs. M'a frustré à fond. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y avait un autre truc sur lequel je voulais revenir tout à l'heure. Ça m'échappait en fait. Il faudrait que je fasse des critiques dès le début, 100% spoilers, parce que quand je fais avec et sans, j'oublie tout le temps un truc. Mais écoutez, globalement, je pense que c'est quand même un film qu'il fallait voir. Je vous conseille de le regarder, hein, pour voir un petit peu comment a travaillé Sergio Leone, pour voir l'ambition du projet. Je pense que ça peut vous intéresser, en tout cas sur
le plan esthétique, mais on ne peut pas me dire que c'est un film à la hauteur des deux premiers parrains. Non. Et un des plus grands films de l'histoire du cinéma, peut-être un des plus ambitieux, oui, surtout pour l'époque. Hein. Comme un film qui a été tourné entre 82 et 83, donc c'est une autre époque. Je sens l'ambition, en fait, c'est ça le truc qui me frustre le plus, c'est que je sens l'ambition. La musique de Morricone, en fait, elle est tellement géniale, je trouve que ce qu'on a en termes émotionnels sur l'écriture n'est pas au niveau de son score, voilà. Autant oui, il y a la forme avec Léon derrière la caméra, il y a la musique, en fait, il y a De Niro, il y a presque tout ce qu'il faudrait, mais l'écriture de base, elle est ratée, quoi. Elle est ratée pour moi. Et quand tu rates l'écriture, t'as beau avoir tous les génies que tu veux, je crois que ça, c'est ce film, et la preuve de ça, c'est que tu ne sauves pas un film du naufrage. Il y a Léon, il y a Morricone, il y a De Niro, et à l'arrivée, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas transpercé. La musique de Morricone, tous les thèmes, là, je les ai écoutés plein de fois, surtout le principal, ça me fait un truc, ça me prend aux tripes, et j'attendais vraiment de voir cette musique utilisée pour la narration, pour voir vraiment à quel point les personnages allaient accompagner cette musique. Je voulais une histoire d'amour prenante, je voulais une amitié prenante, je voulais qu'à la fin, on sente un enjeu de dingue, soit pris comme ça, quoi. Et putain, je vais vous dire que vous regardez le final du premier parrain, et surtout celui du deuxième, on travaille en termes d'écriture, même de jeu d'acteur, hein, parce que je trouve que les acteurs sont pas exploités à 100%. De Niro est bon, il a été meilleur, surtout dans Taxi Driver. James Woods est bon, mais il était meilleur dans Vidéodrome. Les personnages n'existent pas dans ce film. J'ai trouvé que ça me manquait d'humanité. Voilà. Je suis frustré. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour la critique. Est-ce que je veux pas paraître encore plus négatif. Je pense que c'est quand même un film à voir pour l'ambition. J'ai hâte de voir en fait ce que vous allez en dire. Ceux qui ont vu le film, et dites-vous un truc, c'est que là, moi, je viens de le voir. Je n'ai pas grandi avec. Je pense que la vie de quelqu'un qui l'a vu dans les années 80, 90 ou même 2000, ceux qui ont grandi avec, votre point de vue m'intéresse, votre point de vue sur le final m'intéresse, rêve ou réalité, avec le tout dernier plan là où il y a De Niro qui prend de l'opium, on se dit est-ce que c'était pas un rêve? J'attends vos interprétations, j'attends que vous me justifiez le coup de ce maquillage complètement foireux sur Elizabeth McGovern, ça c'est inadmissible. J'attends de comprendre pour vous en quoi c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Ouais. Non, parce que pour moi, le meilleur film de Léon, de très loin, ça reste Il était une fois dans l'Ouest. Mais à tous les niveaux. Même la BO d'Il était une fois dans l'Ouest, j'adore celle d'Il était une fois en Amérique, mais elle est meilleure dans Il était une fois dans l'Ouest. Ah ouais. Ah ouais. D'ailleurs, il y a un thème, je trouve, qui ressemble, je crois que c'est le thème de Déborah, qui ressemble au thème de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Ils sont très très proches. Pareil, il y a certains moments de la musique, j'ai trouvé que c'était anachronique avec ce qu'on nous présentait. La musique de Morricone, des fois, aurait plus eu sa place dans un western spaghetti que dans un New York des années 30. Ouais. Ça reste exceptionnel. Hein. Voilà, écoutez, je crois que c'est un film quand même que vous m'avez overhypé, qui est extrêmement surestimé. Je suis même en train de me demander si ce n'est pas le film le plus surestimé que j'ai vu de ma vie. Parce que les retours étaient dingues. Hein. Dingues. J'en ai entendu que du bien depuis toujours. Les Évadés, je vous ai expliqué pour moi pourquoi c'était le top 1 des films les plus surestimés, mais avant toute chose parce que c'est le numéro 1 sur MDB, pour moi c'est complètement invraisemblable. Mais au moins Les Évadés, je peux comprendre que des gens étaient touchés par certaines choses. Il y a une histoire qui se suit. Il y a un bon message. Là, ensuite, des putains d'enfoirés hein, qui n'ont même pas de code d'honneur avec les femmes. Qui n'ont même pas vraiment de code d'honneur, je trouve, entre eux. Pas pour tous, on va dire que De Niro en a un plus ou moins, mais non. Est-ce qu'on peut dire que c'est un code d'honneur qui balance son pote pour lui sauver la vie? Je ne sais pas. Il aurait pu aimer le rêve de son pote, le soutenir à fond. Même ça n'a pas été assez bien traité à la fin quand ils se retrouvent. J'en attendais plus. J'attendais justement que ça parle de l'ambition. C'est un truc qu'on retrouve entre Griffith et Guts dans Berserk. Qu'est-ce que l'ambition?
Qu'est-ce que c'est que de couper quelqu'un dans son ambition? J'aurais bien aimé qu'il dise, j'aurais aimé que tu crois en mon projet. Plus développé que ça, tu vois. J'aurais aimé que ça soit prenant. Le dialogue de fin, ce qui se passe entre Noodles et Max à la fin, c'est pas bon. C'est pas bien écrit. Les effets de vieillissement, tu te forces à accrocher. Hein. Tu te forces, hein, parce que franchement, tu sens qu'en dessous, c'est des mecs qui sont pas très vieux. Hein. Ah puis ouais, putain, il y a la scène à la fin avec le camion poubelle, genre le mec, est-ce qu'il s'est jeté dedans? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un message subliminal pour nous dire qu'en fait le film est une poubelle? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça parce qu'il y a tellement d'ambition. C'est respectable, hein, quand tu vois tous les settings, l'effort de réa, tous les acteurs. Quand tu vois tout ce qu'ils ont entrepris, tu peux pas dire que le film est mauvais. Je peux pas le dire. Mais putain, je me suis emmerdé et à la fin, j'ai rien ressenti. Et les 4 heures, tu les sens passer. Hein. Ah ouais, il y a des fois, je me suis motivé. Autant la première heure, il y a des trucs vraiment bien. Mais ça met beaucoup de temps à démarrer. Genre putain, le téléphone, il sonne combien de fois au début du film? 30 fois? 40 fois? Et c'est interminable. Et je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une justification à ce nombre de coups de fil ou est-ce que c'est juste pour la forme? Je sais pas, il y a plein d'effets de style, tu sais, où je me suis dit, putain, mais est-ce qu'il va y avoir un payoff? Est-ce que vraiment ça aura un intérêt à la fin? La scène des chiottes, ah oui, la scène des chiottes, putain, je crois que je voulais en parler. La scène des chiottes, elle servait à quoi? Quand t'as Noodles, là, qui est adolescent, qui monte sa queue à la nana, que la nana, elle monte sa robe et tout. Quel intérêt de cette scène, à part montrer que le personnage est complètement obsédé, qu'après il va violer tout ce qui bouge? Quel intérêt? Mais quel est l'intérêt de ce perso, quoi? Je ne comprends pas qu'on ait érigé ce film aussi haut. Au-delà, à mon avis, ce qui s'est quand même passé, c'est que oui, il y a De Niro, il y a Sergio Leone, c'est son dernier film. Son film, en plus, a été tronqué à l'époque, quand il a été exploité en salle. Il y a Ennio Morricone à la BO. C'est un film extrêmement ambitieux, ça dure 4 heures. À mon avis, c'est cette somme d'éléments qui a dû dire aux gens, ah ouais, putain, quand même, grand film. Mais non, les mecs, c'est pas parce qu'on a des top artistes que tout d'un coup, c'est génial. Il faut différencier ça. Il y a des films, regardez Avatar, c'est James Cameron, oui. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non. Non. Titanic était bien meilleur. Je parle même pas de Terminator 2, de Abyss, de Aliens. Je repense à un truc, Joe Pesci, qu'est-ce qui lui arrive dans le film? Justifiez-moi ça aussi. Joe Pesci dans le film. Qu'est-ce que c'est que cette blague? La dernière scène, je crois que c'est ça, hein, la dernière scène où on le voit, il croise Max et Noodles, donc il croise De Niro et James Woods dans l'hôpital, il va prendre un ascenseur et on ne le revoit plus jamais. Et tu te dis, mais Frankie, c'était quoi son intérêt dans le film? T'as une scène là au début, là où il bouffe, il est bien présenté, tu te dis, ah c'est Joe Pesci, il a classé tout, il va se passer un truc. Le mec, il est présent, allez, je déconne pas, 5 minutes à tout casser dans le film. Et sa dernière scène, il disparaît genre 1 heure avant la fin, et t'en entends plus jamais parler. Et tu te dis, attends, c'est une blague. Sergio Leone, il l'a pris juste pour dire j'ai Joe Pesci. Mais il n'est pas drôle pour lui. C'est pas possible. Justifiez-moi ça. Il y a tellement de scènes dans le film. Faudrait vraiment là je fasse pause à chaque fois que je me dis à quoi ça servait, à quoi ça servait, à quoi ça servait. En fait, pour moi, il y a la moitié des scènes qui t'amènent pas au final. Et le final ne renvoie pas assez à ce qu'on a vu avant. Non, pour moi, il y a un gros problème d'écriture, quoi. C'est une usine à gaz. Voilà, une usine à gaz, un projet extrêmement séduisant sur la forme, musique, esthétique, etc. Mais sur le fond, même le montage après, et sur l'intérêt des scènes sélectionnées, mais putain, mais qu'est-ce que ça laisse à désirer, quoi. Voilà, écoutez, je crois que je l'ai assez justifié. J'attends vraiment vos retours, là, c'est vraiment 50% de l'intérêt de cette vidéo. Dark Shadow, ça te fait plaisir que je dise ça? 50% de l'intérêt de la vidéo, c'est comme la musique dans les films. Ça sera vous, les mecs. Je veux comprendre pourquoi Once Upon a Time in America mérite sa place dans le top 50 et même surtout dans le top 10 des meilleurs films de l'histoire du cinéma. C'est à vous de jouer, les mecs. À très bientôt.